这里是法国的10万个为什么。今天呢，我们也是请到一个重量级、超重量级来宾来讨论什么呢？最近应该大家都常常看到，就是马克宏前一阵他到了中国，然后跟习近平聊一聊，然后呢，他没带回来什么东西，就是法国人都说他这是一个外交的一个失败。那外交失败就算了，他在飞机上讲了关于台湾的一些话，然后引起了非常大的反应。然后不只是台湾哦，连那个法国的盟友啊、美国啊、欧洲啊，都觉得马克宏你怎么会讲这样子的话？所以呢，今天我們請到了這位 Pierre Antoine， 他是很厲害的，以前在法新社駐北京的特派，然後也是法新社的總編。現在呢，他寫了很多的書，關於中國，關於西藏，然後也常常接受法國媒體的訪問。所以我們來請他來聊一聊馬克宏到底發生什麼事情了。Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Macron? Ok, donc première question, les propos du président Emmanuel Macron.Pourquoi ça a sollicité tellement de colère? Parce que ce sont des déclarations qui sont extrêmement imprudentes et même qui sont dommageables pour l'image de la France à l'étranger. Mais je voudrais d'abord situer un peu le contexte. Parce que avant d'entamer sa visite d'État en Chine, il avait reçu à l'Élysée des sinologues qui lui ont expliqué avec beaucoup de détails la situation en Chine populaire, la situation à Taïwan, la situation dans le détroit de Taïwan, et donc il l'avait mis en garde sur ce dossier. Il lui avait aussi dit que le mercredi où il a rencontré Xi Jinping, pratiquement au même moment, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, allait rencontrer le président de la Chambre des représentants, M. Kevin McCarthy. Oui. Et que donc, à l'évidence, la direction chinoise allait réagir de façon assez forte. Tout ça, c'était prévisible. Ensuite, pendant sa visite, on a vu que déjà, il avait l'espoir, à mon avis, mal fondé, qu'il puisse influencer Xi Jinping pour le persuader d'intervenir auprès de Vladimir Poutine pour le convaincre d'arrêter la guerre en Ukraine. Mais moi, je pense qu'il ne comprenait pas la véritable situation. L'agenda de M. Xi Jinping n'est pas du tout l'agenda de M. Macron ou de l'Union européenne ou des États-Unis. Ça n'a rien à voir. Donc, pour moi, c'était déjà une cause perdue. Et on a vu aussi les deux personnages. Quand il y a eu, à la fin de leur premier entretien, ils ont rencontré la presse. C'était pas une conférence de presse parce qu'il n'y avait pas de questions. Voilà. Mais le style communiste. Oui, le président Macron était tout sourire. Il regardait souvent Xi Jinping en disant voilà, je peux compter sur vous. Je sais que je peux compter sur vous. C'était déjà une déclaration très malheureuse parce qu'il s'est situé en position d'infériorité par rapport au président Xi Jinping. Et quand lui a pris la parole, Xi Jinping, lui, il a eu une déclaration monocorde, comme toujours, où il n'a rien dit de vraiment concret, aucun engagement précis, que des formules vagues, du genre la Chine travaille pour la paix dans le monde. Ça mène à rien. Et pas un seul regard pour Emmanuel Macron. Donc il y avait déjà une approche complètement différente. Et je trouve déjà que pour Macron, se mettre en position d'infériorité, c'était une grave erreur. Parce que c'est tout le contraire qu'il aurait dû faire. La Chine a beaucoup besoin de l'Europe aujourd'hui, vu les tensions avec les États-Unis, et vu aussi le fait que quand même, face à l'Occident, la Chine est quand même assez isolée. Eh bien non, il n'a pas fait ça. Et ça, c'était la première erreur. Mais il ne pense pas qu'il a une situation inférieure, il pensait mais c'est ça où il se trompe, c'est-à-dire que moi je trouve que bon, il est jeune, il a une quarantaine d'années, M. Xi Jinping il a 69 ans, ce sont deux personnages complètement différents, parce que l'un, quand il parle, il veut montrer la puissance de la Chine, qui d'ailleurs n'est pas vrai, et de l'autre côté, on voit, je suis désolé de le dire, mais un gamin qui pense qu'il sait tout faire et qu'il est supérieur à tout le monde. Déjà, c'était très mal parti, parce que Xi Jinping c'est un calculateur. Il sait très bien manipuler les autres, il a l'habitude de le faire dans son pays, donc déjà on voyait que Macron tombe dans les filets de Xi Jinping, et il s'est lui-même mis dans ces filets, de sa propre volonté, surtout de son ignorance, et c'est ça ce que je lui reproche. Alors maintenant, là où vraiment
les propos de Macron ont été vraiment scandaleux, je dis scandaleux, plus que malencontreuses. Elles étaient, encore une fois, moi je pense, au détriment de l'image de la France et même de l'ensemble de l'Union européenne. Parce que... Oui, on peut juste rappeler qu'est-ce qu'il a dit. Alors j'allais y venir justement. Oui. Parce que l'une de ses déclarations, c'est de dire que la controverse autour de Taïwan, ça n'est pas l'affaire de l'Union européenne. Voilà, c'est ça. Ça, je pense que c'est vraiment, mais contre-productif. Parce que, évidemment que c'est l'affaire de l'Union européenne. L'Union européenne ne va pas envoyer des soldats pour débarquer à Taïwan, c'est pas ça la question. C'est que, au-delà de Taïwan, bon, qui d'abord, je le rappelle, est une véritable démocratie, alors qu'en face, il y a un régime totalitaire, ça c'est une chose. Donc ignorer déjà ça, je trouve que c'est malencontreux. Mais surtout, Taïwan, c'est un verrou géostratégique dans cette région. Et que si un jour, l'armée populaire de libération réussit à envahir Taïwan, ça ouvre des perspectives gigantesques à la Chine pour contrôler le Pacifique. Exactement. Donc évidemment, le premier concerné, c'est les États-Unis et par exemple le Japon. Mais pour l'Union européenne, c'est extrêmement important. Et j'ajoute autre chose, c'est qu'il a aussi dit que l'Union européenne doit bâtir une équidistance entre les États-Unis et la Chine. Et il a même dit que l'Union européenne ne doit pas devenir un vassal des États-Unis. Mais ça, c'est dramatique, parce que ça veut dire qu'il n'a pas eu une seule critique sur la Chine populaire. Pas une. Mais là, au contraire, il tend le doigt accusateur vers les États-Unis. Ça revient à dire que finalement, cette tension à Taïwan, c'est de la faute des États-Unis. Et c'est exactement la propagande chinoise. C'est exactement ce que dit déjà depuis le début de la guerre en Ukraine. Pékin affirme que le véritable coupable, c'est les États-Unis. Alors, ces déclarations ne rentrent pas du tout dans le cadre de la position officielle française. Ouais, c'est ça. Parce que la position officielle française, elle est décidée en harmonie avec l'Union européenne. Elle a été répétée à de nombreuses reprises, qui est de dire l'Union européenne et la France sont pour le statu quo dans le détroit de Taïwan, et donc le maintien de la stabilité et de la paix dans cette zone. Oui. Et lui a dit à peu près le contraire. Surtout qu'il avait été briefé avant son voyage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'écoute personne, il s'écoute lui-même. Ou peut-être dans l'équipe de conseil. On va y arriver tout à l'heure. On va y arriver tout à l'heure. Alors, les conséquences, elles sont multiples. La première, c'est qu'il fait le jeu de Xi Jinping. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que le régime communiste chinois, son objectif, c'est semer la division à l'intérieur de l'Union européenne et enfoncer un coin entre l'Union européenne et les États-Unis. Voilà. Et bien là, il a gagné. Il a tombé dans le piège. Et ben, il est tombé dans le piège chinois, voilà ce qu'on peut dire. Et parce que là, les deux objectifs de Xi Jinping, eh ben, il s'en est fait le porte-parole. Donc il est complice. Et en tant que président de la République française, devenir complice d'une telle situation, moi je trouve que c'est honteux. Et surtout les réactions, elles ont été soit la stupéfaction, parce qu'au début personne n'a compris, puis ensuite de l'indignation et de la colère. Au Congrès américain, beaucoup en parlaient, dont notamment M. Rubio, qui a dit mais finalement c'est très simple, ça revient à dire que puisque l'Union européenne se désintéresse de Taïwan, nous on peut peut-être se désintéresser de l'Ukraine. Et c'est quand même assez extraordinaire, parce que tendre le doigt vers les États-Unis, c'est oublier le fait que les États-Unis ont livré pour 36 milliards de dollars d'armement à l'Ukraine, et que sans cette aide militaire, l'Ukraine aujourd'hui serait russe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement la Russie aurait gagné cette guerre, mais qu'elle deviendra encore plus menaçante pour l'ensemble de l'Union européenne, à commencer par les pays baltes, la Pologne et ailleurs. Alors, d'autre part, il y a eu d'autres réactions à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a eu toute une série de commentateurs qui ont dit mais on marche sur la tête. Enfin, c'est une sorte de trahison des idéaux de l'Union européenne. Je dis bien trahison. Alors, on a vu le Premier ministre estonien qui a dit mais enfin, c'est absolument incompréhensible. Comment on peut dire des choses pareilles? Nous, les Estoniens, on est juste en face de la Russie. Quand on entend ça, mais c'est insupportable. Le conseiller du président polonais a dit mais tout ça, ça montre bien que pour nous, ce qui est important, c'est la protection américaine et pas la protection française qui n'existe pas. Et puis il y a eu beaucoup d'autres commentaires, y compris au sein même
du parti de M. Macron. On voit très bien qu'il y a eu beaucoup de colère aussi. Alors, à la fin, il s'est rendu compte qu'il avait fait pour le moins une bourde. Moi, je dis que ce n'est pas une bourde, c'est une faute. Donc, il a été obligé de revenir sur ses propos. Et même là, il a pris toute une série de phraséologies pour essayer de s'en sortir, pour ne pas apparaître comme celui qui a fait une bêtise. Du haut de son Olympe, Jupiter ne veut pas admettre qu'il a fait une sacrée connerie. Il faut aussi mettre en parallèle ce voyage avec... Il était accompagné de la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, qui, elle, avant de partir, a été très claire. Elle a déclaré devant la presse que nous, les Européens, nous savons très bien que la volonté de la Chine populaire et du Parti communiste chinois, c'est de transformer l'ordre mondial où la Chine serait le centre. On ne peut pas être plus clair. Alors évidemment, à Pékin, ils n'étaient pas très contents, ça c'est évident. Mais moi je pense qu'au terme de ce voyage, elle-même, Madame von der Leyen, s'est sentie trahie. Parce que les déclarations de M. Macron sont exactement à l'opposé de ce qu'elle avait dit avant. Et d'ailleurs, j'ajoute que, avant de partir à Canton, quand il est allé boire le thé avec M. Xi Jinping dans cette belle résidence paradisiaque, dans une atmosphère de paix, etc., où on voit bien que M. Macron, qui avant de partir, il y a déjà quelques mois, avait dit « Moi, je recherche à forger une relation spéciale avec M. Xi Jinping ». Déjà, mais quelle naïveté, je veux dire. Il avait fait pareil avec Poutine. Pendant des semaines et des mois, il lui a téléphoné, il est allé le voir, dans l'espoir, mais complètement vain et naïf, d'arriver à le convaincre. Il s'est planté. Et là, il refait la même chose en Chine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sur ce dossier-là, on a un président de la République française qui est incompétent. Alors maintenant, venons-en à la composition de sa délégation officielle. Alors il y avait des gens très bien sûr. Il y avait notamment le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales, M. Jean-François Huchet, qui connaît très bien le sujet. Mais d'après ce que je crois savoir, ils ne se sont pas parlé pendant le voyage. Il y avait des hommes d'affaires, bien sûr, mais ça c'est normal, c'est habituel. Alors il y a eu 2-3 contrats qui ont été conclus, signés, peu de choses d'ailleurs, parce qu'en fait le seul véritable résultat, c'est le feu vert pour que Airbus installe une deuxième ligne d'assemblage à Tianjin. Il y en a déjà une depuis des années. C'est un demi-succès, parce que pourquoi? Ça sert les intérêts de la Chine. L'aviation... les compagnies aériennes en Chine populaire ont énormément besoin d'avions aujourd'hui. Ces contrats, est-ce que ça aide à améliorer le déficit commercial? Oui, parce qu'il y aura bien sûr, au bout du compte, il y aura de nouveau des ventes d'Airbus. Ça, c'est une certitude. Mais ce que je veux dire, c'est le seul véritable résultat sur le plan commercial. Parce qu'il y en a un autre, où, miracle parmi les miracles, EDF a signé un contrat pour continuer la coopération dans le nucléaire civil avec la Chine. Sauf que là, on voit très bien, le nucléaire civil chinois, les ingénieurs aujourd'hui chinois sont en mesure de contrôler la totalité de tout le cycle de la conception, de la construction, de l'entretien des centrales nucléaires. Grâce à qui? La réponse, elle est simple, c'est les transferts de technologies essentiellement français. La France permet à la Chine de concurrencer la France du fait de ces transferts de technologies. Alors maintenant, venons-en aux autres membres de la délégation officielle. Il y avait un certain nombre d'artistes, il y avait d'autres personnes. Notamment, il y avait quelqu'un dont le nom en France est bien sûr très connu, c'est un ancien Premier ministre, son nom c'est Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre de mon pays, non seulement est un représentant de commerce de la Chine, c'est lui qui a ouvert beaucoup de marchés en France à l'industrie et aux entreprises chinoises. Il est allé jusqu'à plaider la cause du Parti communiste chinois devant les télévisions chinoises. Donc ça veut dire qu'en fait, il a vanté le système chinois, il s'est fait un instrument de la propagande chinoise, de sa bonne volonté, il l'a fait en toute conscience. Le fait qu'il ne parle pas un traître mot de chinois, finalement c'est annexe. Mais moi je dis une chose, finalement, c'est un grand commis de l'État, pas français mais chinois. Voilà, c'est ça. Alors il aurait pu se taire, il ne l'a pas fait, mais c'était prévisible.
Bien sûr qu'il parle tout le temps. Alors il est un peu plus discret en France parce que, bon, tout ça, ça finit par se savoir. Bon. Il y avait une autre personne encore, Jean-Michel Le Guen. Et Le Guen, qui sait, à l'époque c'était un ancien ministre, il a été plusieurs fois secrétaire d'État dans les gouvernements socialistes, qui, comme par hasard aussi, depuis mai 2020, est membre du conseil d'administration de Huawei. Oh, d'accord. Ok. Voilà. C'est lui, ouais. Et donc, étant membre du conseil d'administration de Huawei, il représentait dans la délégation officielle chinoise, française, ouais. les intérêts chinois. De plus, Huawei, son siège est à Shenzhen, dans le Guangdong. Et bien, M. Le Guen, qui accompagnait M. Macron, s'est trouvé dans le Guangdong. Il a certainement rencontré des cadres de Huawei et d'autres. Et donc, la question est posée, quoi. La France est devenue une république bananière? C'est le conflit de l'intérêt. C'est des conflits d'intérêts. Ouais. C'est-à-dire, étant membre de la délégation officielle, il représente les intérêts français. Et en fait, sur le fond, il représente les intérêts chinois. Exactement. Comme tu as dit tout à l'heure, s'il devait avoir la crise à Taïwan, ça concerne les Européens ou non? Et bien sûr que ça concerne les Européens. Tout à l'heure, j'ai parlé de la position géostratégique de l'île principale de Taïwan et des autres petites îles que Taïwan contrôle et administre. Parce que, je l'ai dit, c'est un verrou pour l'ensemble du Pacifique. C'est aussi, bien évidemment, je veux dire que c'est une évidence, c'est une démocratie extrêmement vivante, c'est une démocratie qui est plus aboutie que la démocratie japonaise, c'est un exemple de démocratie pour l'ensemble de l'Asie, et c'est la seule démocratie pour le monde chinois. Mais ça, il faut en tenir compte, je veux dire, ne pas le faire au pays des droits de l'homme, mais quand même, je veux dire, on marche sur la tête. Alors, troisième raison, elle est aussi d'ordre technologique, parce que aujourd'hui, la nouvelle révolution industrielle qui est en marche et qui va continuer dans les décennies à venir, c'est celle des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est le nerf de la guerre de cette révolution industrielle. Elle touche tous les secteurs de l'industrie et de l'économie. Tous, sans exception. Et le champion est taïwanais. C'est TSMC. Alors derrière lui, il y a Samsung. C'est les deux grands pour les semi-conducteurs. Mais TSMC est largement le numéro un. TSMC, à lui tout seul, représente 92% de la totalité de la production de semi-conducteurs de dernière technologie dans le monde. Alors TSMC a délocalisé aux États-Unis, est en train de délocaliser au Japon et délocalise maintenant aussi au sein de l'Union européenne. D'assemblage et de production de semi-conducteurs en Allemagne à Dresde. Mais il y a une deuxième usine qui va s'ouvrir en Europe. L'offre est là. L'offre, elle a été faite à plusieurs pays européens, dont, selon ce que je sais, la France. Alors, quand on en arrive aujourd'hui à une situation pareille, on peut se dire qu'on va hésiter à TSMC. C'est l'évidence. Donc là aussi, c'est totalement contre-productif. Donc évidemment que Taïwan intéresse non pas seulement les États-Unis, tous les voisins de la Chine en Asie de l'Est, mais le reste du monde aussi. C'est la principale zone de fracture du monde aujourd'hui. Que ce soit sur le plan économique, militaire, géostratégique, politique, c'est là que ça se passe. Donc dire qu'on se désintéresse de la question, c'est une aberration totale. Voilà ce que je peux dire pour Taïwan. Merci. J'ai l'impression que les Français s'approchent avec la Chine à cause de l'anti-américanisme. Oui, bien sûr. Des fois. Et évidemment, c'est pas des fois, parce que c'est un ressort qui est profond, ancré dans la société française depuis très longtemps. Et ça amène parfois aussi à des situations grotesques. Par exemple, je vois bien les réactions ici ou là, c'est de dire la guerre en Ukraine, finalement, le grand bénéficiaire, c'est les États-Unis, parce que tout le secteur de l'armement fait des milliards. Eh bien, l'anti-américanisme, c'est ce sentiment que le monde est dominé par les États-Unis, que c'est lui le gendarme du monde, que c'est lui qui impose ses lois partout. Et ça a changé, je veux dire, c'est plus le cas. Parce que, évidemment que les États-Unis ont fait des graves erreurs. Bien sûr. Qu'ils ont fait également une politique colonialiste à un certain moment. La guerre au Vietnam, ça a été terrible pour les Vietnamiens, et ça a été un déclencheur au sein des États-Unis
d'une remise en question de la politique américaine. Ensuite, la guerre en Irak aussi, ça a été un désastre aussi, qui lui aussi a enclenché une réflexion collective, je ne dirais pas des Américains dans les campagnes, peut-être pas, mais en tout cas dans l'élite américaine, ça a suscité une interrogation. Donc ces erreurs, je pense que les autorités américaines ne vont pas les répéter, ils en ont tiré les enseignements. On ne peut pas les oublier, bien sûr, c'est là, c'est inscrit dans l'histoire. Et l'histoire aux États-Unis, elle est écrite, c'est la réalité. Alors qu'en Chine, l'histoire, elle est constamment réécrite, et tout ce qui dérange, on enlève. Bon, voilà. Donc ça s'appelle la propagande et de la désinformation. C'est quand même très différent. Alors, en France, déjà avec De Gaulle, c'est lui qui avait décidé qu'effectivement, la France devait garder une politique extérieure indépendante. Donc il avait décidé de sortir la France, non pas de l'OTAN, mais du commandement intégré. Autre chose, les choses ont changé. Le contexte aujourd'hui géopolitique n'est pas du tout le même de celui qu'il était dans les années 50. J'ajoute que la France à l'époque, ça représentait une véritable puissance. Aujourd'hui, cette puissance, elle s'est quand même un peu effacée. Et que le poids politique de la France à l'époque, c'est le poids politique de l'Union européenne aujourd'hui. C'est pour vous situer le changement. Ça veut dire que la France n'existe pas sans l'Union européenne. Ça, c'est fondamental. Alors, je ne dirais pas que M. Macron est anti-européen, c'est le contraire. Ça, c'est vrai, et il faut lui reconnaître, c'est vraiment une conviction qu'il a. Mais en même temps, il faut tenir compte des réalités d'aujourd'hui, d'un monde qui a considérablement changé, où les enjeux ne sont plus les mêmes, et l'enjeu, à mon avis, le véritable grand enjeu, se situe en Extrême-Orient, en Asie de l'Est, et en tout particulièrement autour de Taïwan. La situation a évolué, donc la politique étrangère de la France doit aussi évoluer, doit aussi changer. Quelle est l'image de Taïwan maintenant en France? Je crois qu'il faut être réaliste, c'est-à-dire que Taïwan était complètement ignoré des Français jusqu'à une date assez récente. Moi je me souviens quand j'étudiais le chinois à Taïwan, on me disait Taïwan, non tu t'es trompé, c'est la Thaïlande. Non, Taïwan. Mais c'est où la Thaïlande? Non, Taïwan. T'es sûr c'est bien Taïwan? Oui. Ah mais c'est où sur une carte? Il fallait que j'expliquais. Bon, les choses ont évolué, maintenant quand même, on sait à peu près où ça se trouve. À peu près. Mais vous demandez à un Français moyen qu'est-ce que représente Taïwan? Très franchement, vous avez 9 chances sur 10 qu'on vous réponde je sais pas. Ou inventer des bizarreries. Mais la prise de conscience sur ce qu'est Taïwan fait son chemin. Et je pense que l'image de Taïwan se développe en France comme dans le reste du monde. Parce que la France c'est une chose, mais regardez dans les pays de l'Est. Certains pays maintenant ont compris la vraie nature de la Chine communiste. Et quand ils ont voulu justement resserrer les liens, non pas officiels mais semi-officiels avec Taïwan, tout de suite des représailles et des sanctions. C'est le cas par exemple pour la Lituanie. Alors c'est intéressant la Lituanie parce que dans l'esprit des dirigeants chinois, ça allait marcher. C'est-à-dire, ça allait servir d'exemple pour les autres. Parce qu'ils pensaient qu'un petit pays comme la Lituanie, finalement, allait être isolé. Eh bien non, pas du tout, c'est le contraire. Parce que là aussi, il y a eu un mouvement de solidarité à l'égard de la Lituanie au plus haut niveau. Parce que même Madame von der Leyen, donc je le rappelle, est la présidente de la Commission européenne, a déclaré sa solidarité pour la Lituanie et a bien dit de façon officielle que les méthodes choisies par le gouvernement chinois sont inacceptables. Voilà. Alors après, on peut parler d'autres pays. La Pologne, c'est pareil. Il y a eu pendant longtemps, elle était courtisée par la Chine populaire. Ça marchait plus ou moins. Ce pays, comme d'autres pays de l'Est en Europe, ont pensé que leur développement, la Chine représentait une solution. Là, il y a eu aussi beaucoup de naïveté et beaucoup d'espoir. Et puis tout ça s'est effondré parce que ça ne marche pas. D'abord parce qu'on a compris peu à peu ce que voulait vraiment faire la Chine populaire dans ces pays. Il y a plusieurs instruments. L'un des instruments, c'est les nouvelles routes de la soie, par exemple, où on a vu des pays en Europe mis en difficulté, et incapables de rembourser leurs dettes à la Chine. Et donc, il y a une image qui se dégrade aussi dans ces pays-là, de la Chine populaire, au bénéfice de Taïwan. La République tchèque, c'est pareil. Lors des dernières élections, je ne sais plus exactement quand, tout de suite, le président tchèque a appelé Madame Tsai Ing-wen, qui évidemment, ça a mis en colère Pékin. C'est ça ce que je veux dire, c'est que
cette affirmation de la puissance chinoise aujourd'hui, elle est fausse. Parce qu'on a encore dans l'esprit souvent que la Chine représente un Eldorado pour les hommes d'affaires, que la puissance militaire est considérable, que donc il faut faire très attention. Il faut surtout s'accommoder avec les demandes chinoises. Eh bien non, pas du tout. Les choses ont changé. Les problèmes économiques en Chine sont gigantesques. La croissance du PIB a dégringolé. Elle a atteint officiellement, et donc en réalité moins, 3% l'année dernière. C'est un plancher jamais vu depuis 40 ans. Le chômage, il grimpe à toute vitesse. Merci à la politique du zéro Covid, dont le chef d'orchestre était M. Xi Jinping. Bravo, M. Xi Jinping. Très bien. Bien vu. Hein. Et bien maintenant, il y a un chômage des jeunes qui est autour de 20%. Dans les familles chinoises, il y a le respect des anciens. Et en Chine, il n'y a pas vraiment de retraite. Donc, les personnes âgées, il faut en prendre soin. Et bien, c'est les jeunes qui peuvent le faire. Et là, quand ils n'ont plus de boulot, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un grand point d'interrogation qui est de dire, mais où est-ce que va mon pays ? Alors, c'est pas encore très articulé, évidemment, la propagande étant telle que la légitimité du Parti communiste chinois, c'est le développement de la Chine. Bon, c'était spectaculaire pendant très longtemps, c'est plus le cas aujourd'hui. Ensuite, vous avez la démographie. La démographie, elle tombe comme ça. Et dans quelques mois, le pays le plus peuplé du monde, ça sera plus la Chine, mais l'Inde. Oui. Mais là aussi, c'est une image qui est en train de s'effondrer. L'image de la Chine, elle est de pire en pire dans un certain nombre de pays. Elle est exécrable aux États-Unis, elle est exécrable encore plus au Japon, elle est très mauvaise en Corée du Sud, elle est très mauvaise en Australie, elle est vraiment pas bonne en Inde, et même en France. Vous savez, il y avait une sorte de romantisme sur cette Chine multimillénaire. J'en ai fait partie, moi, quand j'étais adolescent. J'avais vraiment le désir déjà à l'époque, je m'intéressais à l'Extrême-Orient, et bien sûr la Chine. Eh ben, aujourd'hui, il y a, selon les sondages qui sont faits chaque année par un institut qui s'appelle Pew, P-E-W, qui est tout à fait cohérent et crédible, eh ben, 68% des Français n'ont pas une bonne image de la Chine. 68%. Wow. Donc c'est un indicateur qui montre aussi les difficultés du système chinois aujourd'hui. Est-ce que tu peux aussi analyser, parce qu'il y a des gens qui commencent à critiquer la stratégie de Macron de dire la troisième pôle et comment dire oui, troisième voie, oui. Troisième voie, la puissance d'équilibre. Oui, mais bon, l'idée de la troisième voie, il n'est pas le seul à la tenir en Union européenne. Évidemment que l'Union européenne est là tout à fait naturellement comme désir d'affirmer elle aussi sa puissance. N'oublions pas que l'Union européenne, c'est le premier bloc économique du monde devant les États-Unis. C'est 450 millions de personnes. En PIB, c'est beaucoup plus que les États-Unis, sur le plan économique et commercial. Sur le plan politique, depuis la guerre en Ukraine, la marche de l'Union européenne vers une unité plus forte s'accélère. Grâce à M. Poutine. Merci, M. Poutine. Vous avez tout changé, c'est formidable. Bon, n'oublions pas que M. Poutine et M. Xi Jinping partagent au moins une idée en commun, c'est la détestation de l'Occident. La détestation de l'Occident. Ils ont tous les deux la même idée. Et ils devraient le savoir, M. Macron. Donc on ne peut jouer le jeu ni de M. Poutine, ni de M. Xi Jinping. Ben, je dis que c'est une honte, je le répète encore une fois, tout simplement. C'est une illusion aussi. Mais c'est pas seulement de la naïveté, c'est de la stupidité. Mais je le dis comme ça, moi j'ai honte pour tout ce qui a été dit. Moi, français, j'en ai honte. Je veux dire, c'est insupportable. Tu vois, j'ai reçu des messages des amis français qui ont dit désolé. Notre président a dit je voudrais rajouter quelque chose. Comme on dit en français, à quelque chose malheur est bon. Parce que ce faux pas, qui est une faute politique, a réveillé un certain nombre de sentiments, non pas hostiles, mais au contraire, positifs à l'égard de Taïwan. Ce que je sais, c'est que le bureau de représentation de Taïwan, qui, il faut bien le dire, non pas le statut mais la fonction d'une ambassade, a reçu une quantité d'appels téléphoniques comme jamais auparavant. C'est venu de partout. Bon, il y a eu beaucoup de désillusions, il y a eu de la colère, mais juste après, il y a eu de la sympathie pour Taïwan. Alors, l'autre aspect positif, et là aussi je dis que quelque chose malheur est bon, c'est que, de nouveau, on ne parle plus que de Taïwan, et c'est très bien. Parce que finalement, dans l'esprit de M. Macron, c'était pas du tout ça, mais le résultat, c'est que maintenant on parle de plus en plus de Taïwan. Donc finalement, comme je dis merci à M. Poutine,
Je dis merci à Monsieur Macron. Waouh! Tu peux donner quelques mots aux Taïwanais qui sont en train de regarder la vidéo, peut-être? 台湾加油！谢谢谢谢，台湾有希望，台湾有希望，台湾要成功，台湾成功，谢谢，我们很努力，每天在奋斗，努力奋斗。努力奋斗，谢谢你皮用团的。我们今天真的很高兴能够皮用团跟我们聊这么多，分析很多很重要的事情，然后从法国人的角度来看，法国记者的角度来看这件事情。然后如果大家还有疑问的话，可以在下面留言，然后我也会再把问题再给皮用团，我们可以再来讨论。谢谢大家的收看，喜欢我们的频道，欢迎订阅、按赞加分享。好，谢谢你。希望还有机会跟你讲讲。真的好开心哦，谢谢你，拜拜。拜拜。